Merci. Permettez-moi de vous présenter donc, dans cette ambiance aussi conviviale le trouble dépressif entre le biologique et le psychologique. Je trouve la touche. Elle est où? Voilà, merci. Ah voilà. Donc, en guise d'introduction, en fait, les pensées dépressives sont apparues dès les origines de l'humanité et sont retrouvées dans les écrits philosophiques et dans la littérature depuis l'Antiquité. Depuis toujours, ces pensées ont été abordées de manière religieuse ou médicale, avec des conceptions qui ont parfois mêlé des explications philosophiques et mystiques. Depuis que la psychiatrie a été reconnue comme une discipline médicale, le trouble dépressif a été intégré dans les classifications des troubles mentaux et avec plusieurs hypothèses et un déterminisme qui est conçu de manière multifactorielle avec l'implication de facteurs psychologiques, sociaux et biologiques. Nous avons essayé de voir les différentes théories pour expliquer la dépression. Donc, on va commencer par les théories psychologiques, psychopathologiques. Donc, les théories psychanalytiques, en fait, la dépression et la mélancolie ont été beaucoup travaillées et les travaux de Freud et de Karl Abraham sont très bien connus. Et donc, Freud, dans son ouvrage Deuil et mélancolie, reconnaît 3 étapes pour la détermination d'un accès mélancolique. Une première étape qui consiste à une ambivalence ancienne pour l'objet d'amour. Puis, la deuxième étape, c'est la perte de cet objet d'amour narcissiquement indispensable au sujet, et pour arriver à la troisième étape, où l'objet n'étant plus présent, et la haine va se retourner sur le moi du sujet. Le moi est donc clivé en deux, le moi et le moi identifié à l'objet perdu. Donc, malgré une richesse très importante des théories analytiques sur la dépression, on trouve que l'efficacité de l'approche psychothérapeutique est essentiellement retrouvée dans les dépressions dites psychogènes. Donc, il y a un deuxième type de théorie, c'est les théories cognitives. Et les théories cognitives les plus développées sont celles de Beck. En fait, pour Beck, la dépression est un désordre de la pensée. Et les symptômes dépressifs résultent de l'activation d'un schéma psychologique interne. La triade cognitive de Beck, donc, pour lui, il y a une triade cognitive, il y a les pensées qui concernent le sujet, c'est l'autodépréciation. Donc, le deuxième pensée, c'est les pensées qui intéressent le monde, donc tout va mal. Et les pensées qui concernent le futur, donc pour lui, dans l'avenir, il n'y a rien qui va s'arranger et il n'y aura plus de solution. Donc, en fait, le fait de dire que l'approche psychothérapeutique s'applique essentiellement pour les dépressions psychogènes nous met devant une dichotomie psychogène-endogène. Et de dire que dépression endogène, ça reflète que l'origine interne. Avec la découverte empirique des antidépresseurs, il y a eu en fait la naissance des théories biologiques. Pour ces théories, on trouve, pour la neuroimagerie, la dépression, il y a certaines structures qui ont été impliquées dans l'apparition de la dépression, notamment une atteinte de l'hippocampe. En fait, il a été constaté qu'il y a une diminution du volume de l'hippocampe chez les sujets déprimés, et cette diminution serait corrélée avec la durée d'évolution de la maladie. Au niveau histologique, il y a une atteinte au niveau neuronal liée au stress, avec une diminution du nombre de neurones, aboutissant en plus avec une autre étape qui est l'apoptose et une mort neuronale définitive. La deuxième structure qui est atteinte serait une atteinte préfrontale. Chez les déprimés, il a été constaté qu'il y a une réduction du volume avec une ou une hyperactivité au niveau préfrontal. Au niveau histologique, au niveau de cette zone, il a été constaté qu'il y a une perte des épines dendritiques, une atrophie de l'arbre dendritique, une perte de synapses, une diminution du nombre de la cellule et des tailles des cellules gliales. La troisième structure qui serait atteinte, c'est une atteinte au niveau de l'amygdale. Il a été constaté chez les sujets déprimés une augmentation du flux sanguin cérébral et une hyperactivation, surtout à gauche. Au niveau histologique, il a été constaté qu'il y a une augmentation de l'arborisation dendritique avec une augmentation de la synaptogenèse. En fait, si on veut résumer, il y a 3 structures qui seraient impliquées dans la dépression. Le cortex préfrontal qui serait responsable, qui gère la mémoire à court terme, les décisions, les planifications de tâches, l'organisation.
En cas de dépression, on constate qu'il y a une diminution du volume, une diminution de la neurogenèse et une diminution des cellules gliales avec un hypofonctionnement au niveau préfrontal qui serait à l'origine du ralentissement psychomoteur chez le déprimé. La deuxième structure, c'est l'amygdale, donc en fait, qui est responsable de la gestion des émotions avec les réactions de peur, l'irritabilité, l'agressivité et de l'anxiété. En cas de dépression, au niveau de l'amygdale, il y a diminution puis une augmentation du volume de l'amygdale et une diminution des cellules gliales avec une hyperactivité qui serait à l'origine de l'anxiété constatée essentiellement au niveau des dépressions anxieuses, des dépressions hostiles et de l'irritabilité. La troisième structure, c'est l'hippocampe, qui est responsable du processus de mémorisation de la mémoire explicite, épisodique et sémantique. Dans la dépression, il y a une diminution avec une diminution du volume et de la neurogenèse au niveau hippocampique, qui serait expliqué en fait les dépressions avec déficit cognitif, qui serait expliqué les déficits cognitifs qu'on constate au cours des épisodes dépressifs. Au niveau neurobiologique, en fait, il y a l'implication au cours de dépression de 4 systèmes, les systèmes hormonaux, les neurotransmetteurs, fonction trophique du système nerveux et le système immunitaire. Au niveau, il y a en fait un dérèglement au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire avec l'augmentation en fait liée au stress de taux de glucocorticoïdes serait à l'origine de l'altération du fonctionnement de l'hippocampe qui serait également responsable d'une diminution et de l'inhibition de l'hippocampe qui serait en boucle en fait, c'est un boucle qui va s'entretenir. En fait, l'augmentation du taux de glucocorticoïdes serait à l'origine des déficits et de perturbations cognitives. Ça serait à l'origine également de l'anxiété, de symptomatologie anxieuse. La diminution, en fait, l'augmentation plutôt du CRH serait à l'origine de l'anxiété, d'une activité psychomotrice, de l'anorexie. Et en fait, ça ouvre une porte que ça pourrait être en fait une implication et une ouverture vers de nouvelles cibles thérapeutiques. Donc, classiquement, en fait, c'était l'implication pour la dépression et vu les données de la neurobiologie de l'implication des monoamines, en fait. Et ces hypothèses plaident en fait que les troubles dépressifs résultent d'une insuffisance en neurotransmetteurs et d'un état de déséquilibre chimique dans le cerveau. Ce qui a impliqué dire que les antidépresseurs ont pour rôle de restituer la quantité de neurotransmetteurs dans la fente synaptique et qu'ils corrigent le déséquilibre chimique. À partir de là, donc les neuroamines, la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline, en fait, avec leur action en présynaptique, le fait de faire une inhibition de la recapture, une inhibition de la dégradation avec une régulation négative des autorécepteurs inhibiteurs. Et ils ont une action en postsynaptique, c'est la régulation négative des récepteurs facilitateurs. Mais en fait, cette hypothèse n'explique pas tout. L'hypothèse actuelle, c'est l'hypothèse de la neuroplasticité et que les antidépresseurs, ils ont en plus de ces actions déjà citées, c'est une action protectrice ou de correction des anomalies neurohistologiques et qu'un traitement chronique par les antidépresseurs aurait une action sur la plasticité synaptique avec des modifications neurochimiques et neurohistologiques, renforcement synaptique, la croissance dendritique et surtout au niveau hippocampique et cortex préfrontal. En fait, il y a certaines études qui ont été menées et qui ont montré qu'un traitement par antidépresseur aurait une action en fait sur la neurogenèse dans l'hippocampe de l'adulte avec une différence significative. Les antidépresseurs auraient également une action sur les facteurs neurotrophiques cérébraux et l'utilisation de ces antidépresseurs augmenterait le taux de BDNF qui aura un rôle important sur la neuroplasticité avec une action sur la synaptogenèse, la dendritogenèse et la neurogenèse. Tout ceci pour dire que ça expliquerait plus les théories biologiques. Le traitement antidépresseur et le BDNF, en fait, au niveau de l'hippocampe, vont voir une augmentation, donc il y aura une augmentation du taux du BDNF sous traitement antidépresseur, mais ceci serait lié à une administration chronique et non pas en aigu. Donc, le dernier système qui serait perturbé au cours de la dépression, c'est le système immunitaire. En fait, il y a certaines enzymes qui existent au niveau de certaines cellules, aussi bien macrophagiques qu'au niveau de certaines cellules cérébrales, notamment les DIO. C'est une enzyme qui, une fois activée, elle va entraîner un catabolisme du tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine,
en un autre métabolite qui serait à l'origine d'une diminution du glutamate et de la dopamine, à l'origine du dysfonctionnement cognitif. Et cette enzyme est activée essentiellement au cours des processus inflammatoires, ce qui pourrait expliquer également la fréquence de la symptomatologie dépressive dans certaines pathologies inflammatoires, qui passerait par un mécanisme immunologique. Donc, quelles sont les limites de ces différentes théories maintenant? En fait, en partant des théories psychologiques, on peut dire que à la phase aiguë, le sujet déprimé est inaccessible à une psychothérapie. Donc la première phase doit être obligatoirement chimiothérapique. Et il y a en plus une efficacité qui a été démontrée de l'association antidépresseurs et psychothérapie. Donc ainsi, nous pourrons dire que ces différentes théories qu'on vient de citer, aucune de ces théories ne peut expliquer à elle seule l'étiologie de la dépression. Donc, un modèle qui pourrait expliquer et englober toutes ces idées, c'est l'hypothèse neurodéveloppementale, où il y a en fait une interaction entre ce qui est gêne et les événements de vie stressants. Et il a été constaté que les sujets porteurs de l'allèle S, qui code pour la sérotonine, ces sujets auront une prédisposition et une vulnérabilité génétique à développer plus une dépression. Donc, en récapitulant, une prédisposition génétique et familiale préexistante, en association avec des événements de vie précoces, un stress, de l'éducation, un abus, serait à l'origine d'anomalies cérébrales neurodéveloppementales. Associée à des événements de vie tardifs tels que le stress, l'isolement, une pathologie somatique, serait à l'origine d'un dysfonctionnement cérébral et ainsi au développement d'un trouble dépressif. Ce trouble dépressif pourrait évoluer soit vers la guérison, sinon c'est, et par le phénomène de Keidling, avec le fait d'avoir un épisode dépressif, avec les événements stressants, ça faciliterait l'apparition de nouveau d'un autre épisode dépressif et l'évolution vers une maladie chronique avec la mise en jeu d'une détérioration cognitive, de la stabilité et de la rémission. En conclusion, on peut dire que les troubles dépressifs, donc, il faut les voir d'une façon multifactorielle. L'existence aussi bien d'une prédisposition génétique, l'association d'événements de vie, des modifications neurobiologiques avec des altérations probables immunohistologiques. Cette maladie nécessiterait ainsi une prise en charge globale et ces différentes théories nous ouvrent des perspectives différentes, en fait, la spécificité des modifications neurobiologiques et probablement de nouvelles cibles thérapeutiques. Je vous remercie.